votre constante fidélité au programme de la Radio Nationale du Mali. Il est 13h. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, les forces vives de Gao s'engagent à accompagner les autorités dans l'atteinte de leur objectif. C'est ce qui ressort de la rencontre d'information et de sensibilisation entre le gouverneur et les forces vives de la région sur le fond de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social. Les détails sur cet engagement dès le début de ce journal. La lutte contre la corruption se renforce dans la capitale de l'or blanc avec le projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite phase 2, composante société civile. Le projet vient d'être présenté aux autorités régionales et aux communautés bénéficiaires de la région de Koutiala. À compter de ce mercredi 19 mars 2025 jusqu'au 5 mai prochain, la Haute Autorité de la Communication lance un appel à candidature. Il porte sur l'établissement et l'exploitation de services privés de communication audiovisuelle, commerciale et non commerciale. Les détails à suivre. Nous allons parler également d'emploi dans ce journal avec un marché de travail de plus en plus concurrentiel. L'expérience professionnelle est devenue un critère déterminant pour de nombreux employeurs. Pourtant, cette exigence pose un véritable problème pour les jeunes diplômés qui n'ont que peu d'expérience, voire pas d'expérience. Ce paradoxe soulève des questions cruciales auxquelles Awa Traoré apporte des réponses dans le grand format de ce journal. Dans l'actualité internationale, nous allons parler de l'arrestation du maire de la commune du Dionewar au Sénégal. Il est suspecté de convoyer des migrants. Il serait également question de la rencontre au Qatar entre les présidents rwandais et congolais, mais également de l'échange entre Poutine et Trump sur un cessez-le-feu en Ukraine. Dans la page sport, il sera essentiellement question de football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles seniors affrontent demain le Comore. Les Aigles cadets, quant à eux, s'envolent demain pour la Tunisie pour poursuivre leur préparation en vue de la phase finale prévue au Maroc à partir du 30 mars. Nous allons parler également de la 15e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle qui a pris fin hier par 2 rencontres. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce communiqué des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, dont la teneur suit. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, mus par les idéaux de rapprochement des peuples par la coopération multilatérale fondée sur la promotion de la diversité linguistique et culturelle et le dialogue des civilisations, ont participé activement en qualité de membres fondateurs au sommet de Niamey qui a donné naissance le 20 mars 1970 à l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue l'Agence intergouvernementale de la francophonie AIF en 1998, puis l'Organisation internationale de la francophonie OIF en 2005. Pendant les 55 ans d'existence de la francophonie, ces 3 pays qui forment aujourd'hui la Confédération des États du Sahel AES ont contribué inlassablement et de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Cependant, depuis l'avènement de la transition au Mali, au Burkina puis au Niger, l'OIF, au lieu d'accompagner ces pays dans la réalisation des aspirations légitimes de leur peuple, conformément à ses objectifs de paix, de coopération et de solidarité, s'est illustré par l'application sélective de sanctions sur la base de considérations géopolitiques et le mépris pour leur souveraineté, devenant ainsi un instrument politique téléguidé. Face à cette attitude condescendante, je vais y arriver, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef de l'État du Burkina, du Mali et du Niger, fidèles aux aspirations profondes de leur peuple et résolus à défendre leurs intérêts légitimes, ont décidé en toute souveraineté du retrait des États membres de la Confédération AES de l'Organisation internationale de la francophonie. La décision de retrait a déjà fait l'objet de notifications par les États membres de la Confédération AES conformément à l'article 10 de la charte de l'OIF. Je vous l'annonçais dans les titres, la rencontre
d'information et de sensibilisation des forces vives de Gao avec le gouverneur de la région sur la mise en œuvre de l'ordonnance numéro 2035-0077 PTRM du 7 février 2025 fixant l'organisation et les modalités de gestion du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Au terme des échanges, les forces vives de Gao s'engagent à accompagner les autorités dans l'atteinte de leurs objectifs. Le point de la rencontre avec Adizatou Mohamed Maïga. Cette rencontre d'information et de sensibilisation de la population de Gao s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance numéro 2025-0077 PTRM du 7 février 2025. Elle institue également la contribution spéciale des solidarités et la contribution spéciale des boissons alcoolisées et la mise en œuvre du décret numéro 2025-0077 PTRM du 7 février 2025 qui fixe l'organisation et les modalités des gestions du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Général de division Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Depuis 2021, notre pays, à travers les plus hautes autorités, s'est engagé dans un processus de gouvernance garantissant notre souveraineté retrouvée. Dès lors, il s'agit de compter sur nos ressources propres et sur nos efforts individuels et collectifs à chaque fois que la patrie nous fait appel. Au cours des échanges, la population de Gao s'est engagée, à travers ses leaders, les légitimités traditionnelles et la société civile, à accompagner l'État dans toutes ses prises de décision qui favorisent le développement et à assurer notre souveraineté. Mohamedou Ibrahim Touré, chef armé de Gao. On est prêt, en tout cas, à accomplir ce message-là. Jusqu'au bout, il faut que les gens s'y mettent et acceptent de ce sacrifice. Ce qu'on souhaite maintenant, que les sous-là soient bien gardés pour les populations, pour le développement du pays. Soumaïlou Sangaré, président de la société civile. Moi, j'appelle l'ensemble des populations de la région de Gao, mais aussi l'ensemble des populations du Mali, de la société civile, où qu'elle se trouve, pour que, n'est-ce pas, tout le monde puisse adhérer à cette décision et qui va, n'est-ce pas, dans l'intérêt et dans les avantages de notre pays. À noter que cette rencontre a mobilisé toutes les forces vives de Gao. Gao, Hadizatou Mohamed Meiga et Youssouf Samake pour l'ORTM. Sur un tout autre sujet, la lutte contre la corruption se renforce dans la capitale de l'Or Blanc avec le projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite phase 2 composante société civile. Le projet vient d'être présenté aux autorités régionales et aux communautés bénéficiaires de la région de Koutiala. L'objectif est d'accéder à une meilleure appropriation de cet outil anticorruption afin de contribuer à la culture d'un monde sans corruption. La coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté a désormais une nouvelle corde à son arc, nous dit Brahima Kouni. La coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté présente le projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite phase 2 l'ICID composante société civile aux acteurs de mise en œuvre de la région de Koutiala. Cet exercice est une démarche participative à l'appropriation du projet et à la culture d'un monde juste, équitable et sans corruption. Ahmed Sekou Diallo, président de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. Cette initiative marque une étape cruciale dans notre combat commun contre un fléau qui sape les bases de la justice sociale, freine le développement économique et aggrave la pauvreté dans nos communautés. Le projet LUCID composante société civile est perçu comme une contribution aux mécanismes gouvernementaux de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ousmane Sow, conseiller au gouvernorat de Koutiala. Cette belle initiative cadre parfaitement avec la volonté politique des plus hautes autorités dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le projet LICID composante société civile est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Il sera mis en œuvre dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Bougouni et Koutiala par un consortium composé de l'ONG ID Sahel, l'association Bembré et la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. Koutiala, Brahima Koné, Amadou Dolo et Assitamberté pour l'ORTM.
Plus de 2 milliards de francs CFA sur le budget prévisionnel 2025 de l'hôpital régional Fousséni Ndao de Kaï, un budget en hausse de 17% par rapport à celui de 2024. Il permettra le renforcement des capacités du personnel ainsi que du plateau technique de l'hôpital. Ces informations ont été données lors de la 24e session ordinaire du conseil d'administration de la structure hospitalière. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Pour l'hôpital régional Fousséni Ndao de Kaï, 2024 a été, selon son directeur général Dr Samou Diarra, une année pleine de réalisations. Il s'agit entre autres de la mise de l'hôpital sur une ligne prioritaire permettant une desserte quasi permanente en électricité, la modernisation du plateau thermique, je veux parler de la relance du scanner, de l'installation de l'appareil de mammographie, de l'appareil de fibroscopie et des colonnes d'endoscopie. Également, il s'agit de la création du laboratoire de recherche et développement, de la création du service de santé publique. Concernant l'exécution budgétaire de 2024, nous avons atteint un taux de réalisation de 116% sur les ressources allouées par l'État et 104% sur les ressources propres. C'est pourquoi le budget prévisionnel de 2025 connaît une augmentation de 17% par rapport à celui de l'exercice écoulé. Il est estimé à plus de 2 milliards 157 millions de francs CFA et permettra à l'hôpital Fousséni Ndao de relever bien de défis. Bandjougou Diawara, président du conseil d'administration de l'hôpital Fousséni Ndao de Kaï. Modernisation des infrastructures, l'aménagement de la cour de l'hôpital, renforcement des ressources humaines, acquisition d'équipements stratégiques, l'achat d'un appareil d'échographie cardiaque et de nouveaux équipements pour le laboratoire. Les intrants de la transfusion sanguine permettront d'améliorer la prise en charge des pathologies complexes. Établissement de conventions stratégiques. L'hôpital Fousséni Ndao de Kaï était au départ un centre de soins des blessés de guerre avant de devenir successivement hôpital secondaire, hôpital régional et établissement public hospitalier. Kaï, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Sissoko pour l'ORTM. Restons dans le registre des conseils d'administration avec cette fois-ci celui de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication pour l'année 2025. Le budget prévisionnel est d'environ 600 millions de francs CFA. Les administrateurs vont faire le bilan de l'année 2024 avant de se prononcer sur les priorités de 2025. Ces informations ont été partagées à l'ouverture de la 8e session du conseil d'administration de l'école, une session qu'a suivi pour nous Batraouri. En 2024, le bilan des réalisations est satisfaisant à l'ESJSC, École supérieure du journalisme et des sciences de la communication, selon la direction générale de la structure. Plusieurs activités ont été menées. Elles sont relatives à la formation, à l'équipement et aux infrastructures. Aboubakar Abdul Wahidou Maïga, directeur général de l'ESJSC. Il convient de retenir prioritairement les réaménagements du bâtiment de l'école. Des nouveaux bureaux ont été créés. Cette modernisation a permis d'améliorer le confort de notre environnement professionnel, la qualité de nos prestations de services et la fluidité des échanges entre nos différentes divisions. L'ESJSC a réussi à rénover également son studio télé et son studio radio. Aujourd'hui, ces plateaux techniques renforcés à l'aune des dernières évolutions technologiques offrent un cadre agréable pour nos travaux pratiques. Une dynamique que la direction et le personnel de l'école entendent maintenir en 2025. Les grands défis restent la construction du nouveau siège de l'ESJSC. Cette année, nous voulons nous focaliser sur l'étude environnementale qui nous a été suggérée au niveau de la direction de l'urbanisme. En 2025, nous comptons aussi sur l'équipement et l'opérationnalisation des différents bureaux qui ont été créés, les recrutements aussi des nouveaux enseignants pour renforcer la qualité de notre équipe. Koulibaly Fantandiaï Silat, conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour la réalisation de ces missions, l'école de journalisme mise sur un budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses estimé pour l'exercice 2025 à la somme de 599 428 517 francs CFA contre 527 233 150
francs CFA en 2024, soit un taux d'augmentation de 4,63%. L'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication entend mieux se faire connaître à l'international. Pour cela, plusieurs conventions de partenariat seront signées. Une première l'a déjà été avec le Maroc et dont les résultats sont attendus dans les prochains jours. À compter de ce mercredi 19 mars jusqu'au 5 mai prochain, la Haute Autorité de la Communication lance un appel à candidature après celui de 2020. Il porte sur l'établissement et l'exploitation de services privés de communication audiovisuelle commerciale et non commerciale. L'information a été donnée au cours d'un point de presse. Pour plus de précisions, écoutons Gaussou Koulibaly, président de la Haute Autorité de la Communication, au micro de Boubacar Bablien-Touré. L'appel à candidature porte sur 113 fréquences radio et 15 autorisations de télévision pour 100 zones géographiques. La liste des zones géographiques et la typologie des médias concernés par l'appel à candidature est disponible à la HAC. Les dossiers d'appel à candidature peuvent être retirés au niveau du siège de la Haute Autorité de la Communication, immeuble du contrôle général des services publics à l'ACI 2000, à compter du mercredi 19 mars 2025. Les frais de retrait des dossiers sont fixés à 300 000 francs pour les radios commerciales, 150 000 francs pour les radios non commerciales, 500 000 francs pour les télévisions commerciales, 300 000 francs pour les télévisions non commerciales, 1 million de francs CFA pour les diffuseurs-distributeurs de programmes audiovisuels. Ces frais doivent être versés avant le retrait des dossiers dans le compte bancaire domicilié à la Banque malienne de solidarité. La date de dépôt des dossiers au siège de la Haute Autorité de la Communication est fixée au lundi 5 mai 2025 à minuit. L'actualité, il est 13h passé de 15 minutes à présent. L'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord au Sénégal, la Sanassa, le maire de la commune de Dionewar, une île de Siné Saloum, et 6 autres personnes ont été traduites hier devant le pôle judiciaire financier de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et escroquerie. La Sanassa est suspectée également d'avoir reçu 2 millions de francs CFA d'un convoyeur. En outre, chacun des 241 migrants lui aurait également versé entre 300 et 400 000 francs CFA pour traverser la mer. Une affaire qui éclate en pleine crise migratoire avec ses multiples drames. La dernière en date s'est passée au large de l'île italienne de Lampedusa où un bateau pneumatique a chaviré faisant 6 morts et 40 disparus. 10 des passagers ont pu être secourus. L'information a été donnée hier sur X par Chiara Cardoletti, représentante du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies en Italie. Enfin, les chefs d'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, ont finalement eu un tête-à-tête hier au Qatar. C'était sous la médiation de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Les deux présidents ont réaffirmé leur engagement à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Aussi, ils se sont accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions afin d'établir des bases solides pour une résolution durable du conflit dans l'est de la RDC. Le président américain Donald Trump s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine sur le conflit russo-ukrainien. Ils ont convenu d'un cessez-le-feu de 30 jours autour des infrastructures énergétiques. Selon l'émissaire américain Steve Witkoff, les négociations vont commencer dimanche prochain à Jeddah, en Arabie Saoudite, sur la fin du conflit en Ukraine. La délégation américaine sera conduite par le secrétaire d'État Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Retour dans la même dynamique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé hier une visite en Finlande. Au menu des échanges, le cessez-le-feu total entre la Russie et l'Ukraine. À cet effet, le président ukrainien rencontrera demain le premier ministre finlandais ainsi que le président du Parlement au palais présidentiel. Retour à l'actualité nationale avec le grand format de ce journal qui s'intéresse à l'expérience professionnelle. Dans un marché
de travail de plus en plus concurrentiel, l'expérience professionnelle est devenue un critère déterminant pour de nombreux employeurs. Pourtant, cette exigence pose un véritable problème pour les jeunes diplômés qui n'ont que peu d'expérience, voire pas d'expérience. Ce paradoxe soulève des questions cruciales, à savoir pourquoi l'expérience professionnelle est-elle priorisée, comment les jeunes diplômés peuvent-ils s'intégrer dans cette réalité. Pour en savoir davantage, écoutons ce dossier signé Awa Traoré. Le monde du travail a connu de nombreuses transformations. Les employeurs sont à la recherche de candidats prêts à être opérationnels dès leur intégration. Les jeunes diplômés se retrouvent dans une impasse, souvent découragés par de multiples refus qui leur sont adressés. Abdoulaye Soumaré est un jeune diplômé en psychologie depuis 7 ans. Au minimum, il nous demande 2 ans d'expérience. Sinon, c'est 5 à 10 ans d'expérience. On ne nous donne pas la chance de montrer ce que nous savons faire. On tombe dès le début sur ce problème d'expérience professionnelle. Titulaire d'une licence en sciences de l'éducation, ce jeune diplômé souhaitant garder l'anonymat nous raconte son calvaire. Je suis détenteur d'une licence en sciences de l'éducation, diplôme que j'ai obtenu depuis 2017. Ce qui fait pratiquement 8 ans que je suis diplômé. Quand on regarde la plupart des avis de recrutement auxquels je souhaite postuler, on me demande de justifier parfois 6 mois d'expérience professionnelle dans le domaine, 9 mois, parfois 2 ans, 5 ans. Comment on peut demander à quelqu'un qui vient tout juste de sortir de justifier 5 ans d'expérience professionnelle pour être éligible à un poste? De son côté, Moussa Sissoko, sortant de l'Institut de formation des maîtres, après plusieurs tentatives, a pu obtenir son tout premier emploi. Je me contentais de rédiger des lettres et je les déposais auprès des directions. Sur une dizaine de lettres, je n'ai reçu aucun appel. Et je suis resté bredouille comme ça durant toute l'année scolaire. Pour ressortir la tête de l'eau, je suis allé dans une école publique me proposer comme bénévole en aidant un enseignant qui était débordé par ses heures. L'année suivante, j'ai pu avoir des heures. Les recruteurs doivent comprendre une chose, de ne pas toujours se coller aux années d'expérience dans un emploi. Il y a des gens qui ont fait 10 ans dans une profession, mais en réalité, ils ne sont pas compétents. Ces témoignages révèlent un sentiment partagé de désespoir et d'incompréhension face à des attentes jugées souvent démesurées. Seydou Traoré est le gérant d'un cabinet spécialisé en ressources humaines. Notre rôle, c'est de sélectionner les meilleurs candidats en fonction des critères qui sont indiqués par le client. L'expérience n'est pas forcément synonyme de compétence. Moi, je peux faire 10 ans dans un poste, mais je ne maîtrise pas bien ce poste-là. Quelqu'un qui sort de l'école avec 2 ans de pratique peut être plus compétent que moi. Alors, vous savez, l'expérience professionnelle est souvent perçue comme un atout essentiel pour les jeunes diplômés qui sont en quête d'emploi. Pour ceux-ci qui ne disposent pas d'expérience, cela peut être un handicap. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un secteur très compétitif. L'un des premiers objectifs de la gestion des ressources humaines, c'est d'avoir de très bons candidats. Il y a évidemment la formation académique, mais il y a aussi les savoir-faire. Les savoir-faire, c'est la mise en œuvre de ce que vous avez appris à l'école. Face à cette réalité, l'État joue sa partition avec des initiatives pour aider les jeunes diplômés à acquérir de l'expérience nécessaire, d'après Seydou Traoré, gérant d'un cabinet spécialisé en ressources humaines. Aujourd'hui, je crois que l'État a compris, l'État malien en tout cas a fait un grand pas dans ce domaine. Il y a une ordonnance qui a été prise dans ce sens pour instaurer les stages de qualification. Donc l'ordonnance dit que les jeunes diplômés qui sortent de l'école qui ont moins de 35 ans peuvent être reçus. Partent souvent dans des structures publiques, l'administration et ses démembrements, les organismes personnalisés. Il y avait eu des facilités sur le plan fiscal pour les entreprises qui recevaient ces jeunes diplômés-là. Alors nous, dans nos recrutements, nous comptabilisons cela en termes d'expérience. Qu'est dit le Code du travail concernant l'expérience professionnelle? Mokhtar Konaté, inspecteur du travail. Vous ne trouverez pas à travers le Code du travail l'expérience professionnelle comme élément de critère d'engagement d'un travailleur. Maintenant, dans la pratique, on voit les entreprises en exprimant leurs besoins. Ils disent on a besoin de telle personne qui a 2 ans, 3 ans d'expérience. Mais
dans les conventions collectives, ça peut être l'un des éléments importants pour la promotion du développement personnel même du travailleur. L'expérience professionnelle est indéniablement un enjeu majeur pour les jeunes diplômés en quête de leur premier emploi. Si les attentes des employeurs demeurent élevées, il est essentiel de repenser les critères de sélection et d'initier des solutions qui favorisent l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. En tout cas, de l'expérience, les Aigles seniors en ont suffisamment pour décrocher la première participation du Mali à la Coupe du Monde de football. Ils sont au Maroc justement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et on en parle dans la page des sports. En sport, football, tout d'abord au plan national, la 15e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle a pris fin hier mardi par les deux dernières affiches. Kandé, les Aiglonnais s'envolent demain pour la Tunisie pour poursuivre leur préparation en vue de la phase finale prévue au Maroc à partir du 30 mars. Et au Maroc toujours, l'équipe nationale senior est en rassemblement depuis lundi en vue des rencontres de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Demain jeudi, les Aigles jouent contre les Comores. Le groupe est au grand complet. Tous les 25 joueurs convoqués ont répondu à l'appel. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Un regroupement au Maroc en vue des rencontres de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Les Aigles du Mali ont effectué hier mardi leur deuxième séance d'entraînement après celle de lundi. Le sélectionneur des Aigles, Tom Saint-Fit, qui a désormais à sa disposition l'effectif au grand complet, a profité de cette véritable séance d'entraînement pour mettre en place son système tactique pour affronter demain jeudi les Comores à 21h au grand stade de Berkane. Cette rencontre de la 5e journée contre les Comores est une belle opportunité pour le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers en vue de se relancer dans le groupe I. Pour ce faire, il faudrait que les Aigles se donnent à fond. Tom Saint-Fit, sélectionneur national. Ça ne va pas être facile, mais je suis content. Les deux matchs sont au Maroc. Les pelouses sont bien, les stades, les hôtels. Il y a moins de spectateurs. Il n'y a pas d'excuses. On doit faire tout et on doit battre, mais on doit respecter l'adversaire. Les éliminatoires du Mondial 2026 zone Afrique, ce sont 10 matchs et après 4 journées dans le groupe I, le Mali est 4e avec 5 points. 3e Madagascar 7 points, le Ghana à 9 points. 9 unités également pour les Comores, leader du groupe. La République centrafricaine est 5e avec 4 points et le Tchad est dernier du groupe avec 0 points, 4 matchs, 4 défaites. Le programme de cette 5e journée dans le groupe I. Cet après-midi à 16h, les Fauves de Bazou-Bangui de la République centrafricaine jouent contre les Barrières de Madagascar. À suivre ce mercredi 2 autres rencontres. Dans le groupe D, Eswatini, qui est en dernière position avec 0 points après 4 sorties, accueille le leader de ce groupe, les Lions indomptables du Cameroun, qui compte 8 points. Et toujours cet après-midi à 16h, les Lionsards du Libéria, 3e du groupe H, affrontent les Aigles de Carthage de la Tunisie, leader du groupe avec 10 points. Et vendredi 21 mars, les Black Stars du Ghana accueillent les Sao du Tchad. Autre compétition, la CAN des cadets prévue au Maroc du 30 mars au 19 avril prochain. Qualifiée pour cette phase finale, l'équipe nationale des moins de 17 ans du Mali s'envole demain jeudi pour la Tunisie pour poursuivre la préparation avant de rallier le Maroc pour la CAN U17. Rappelons que le Mali est logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte le Maroc, la Zambie et les Comores. Championnat national Ligue 1 professionnel pour terminer. Les 2 derniers matchs de la 15e journée ont été joués hier mardi. L'AS Bakaridjan s'est incliné 1-0 devant l'US Bougouni, qui s'offre ainsi une bouffée d'oxygène dans le classement. L'équipe de la cité du Bani Mounetier occupe désormais la 8e place avec 18 points. Et large victoire du FC Djara 4-0 face à Binga FC. Après 15 journées, c'est le Djoluba Athletic Club qui est en tête avec 34 points. Et à la 14e et dernière place, on retrouve les Étoiles du Mandé avec 9 points, moins 15. À 13h passées de 27 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré, une réalisation de Adam Maïga et Koumba Sissako, coordination Ousmane Dao. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Badi Touré qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h30. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.